7 décembre 1941, 7h15 du matin. Le pont de la Cambuse de l'USS West Virginia. Dory Miller fait ce que la marine des États-Unis l'a entraîné à faire. Il collecte la lessive, ne manœuvre pas les canons, ne se prépare pas à la bataille, ne cuisine même pas, bien que ce soit ce que son grade indique, la lessive. C'est le travail que la marine a décidé qu'un homme noir de Waco, au Texas, était qualifié pour accomplir sur un cuirassé. Miller a 22 ans. Il est dans la marine depuis 2 ans. Pendant ce temps, il a appris à faire les lits, à servir les officiers et à laver la vaisselle. Les règlements de la marine sont clairs. Les marins noirs sont limités à la branche des intendants. Peu importe votre force, votre intelligence ou vos capacités, la couleur de votre peau détermine votre limite. Dory Miller mesure 1,90 m. Il pèse plus de 90 kg. Il est le champion de boxe poids lourd du navire. Mais ce dimanche matin, son devoir le plus important est de s'assurer que les officiers blancs ont des draps propres. Il est né Doris Miller le 12 octobre 1919 à Waco, au Texas, le troisième de 4 fils d'Henrietta et de Connery Miller. Sa mère l'a nommé Doris, d'après son frère. Le nom l'a suivi tout au long de son enfance, une cible pour les intimidateurs jusqu'à ce qu'il finisse par se faire appeler Dory. Sa famille était des métayers. À l'âge de 10 ans, Dory travaillait dans les champs de coton aux côtés de ses frères. Le travail était épuisant. Le salaire était à peine suffisant pour survivre. Quand il a eu 20 ans, Dory a pris une décision que des milliers d'hommes noirs prenaient dans tout le sud. Il s'enrôlerait dans l'armée, non pas parce qu'il aimait son pays, bien qu'il l'aimait, non pas parce qu'il rêvait d'aventure, bien que peut-être il le faisait, mais parce que c'était l'une des seules façons pour un homme noir au Texas de gagner un salaire régulier et d'échapper au piège de la pauvreté du métayage. Le 16 septembre 1939, Dory Miller s'est enrôlé dans la marine des États-Unis à Dallas, au Texas. Il s'est présenté à la station d'entraînement naval à Norfolk en Virginie pour l'entraînement de base. Et c'est là qu'il a appris la vérité sur sa nouvelle carrière. La marine le nourrirait, la marine le paierait, mais la marine ne l'entraînerait pas à combattre. La marine des États-Unis, en 1941, n'était pas intégrée. Elle était ségrégée par conception, par politique et par conviction. Depuis 1919, la marine avait limité les enrôlés noirs exclusivement à la branche des intendants, plus tard renommée branche des intendants pour sonner plus dignement. Le travail était le même. Cuisiner, nettoyer et servir les officiers blancs. Ce n'était pas une inadvertance, c'était intentionnel. Le secrétaire de la marine, Josephus Daniels, avait institutionnalisé la politique pendant la Première Guerre mondiale, arguant que les marins blancs refuseraient de servir aux côtés des marins noirs en tant qu'égaux. Les quartiers exigus d'un navire, prétendait-il, rendaient l'intégration impossible. Les hommes noirs pouvaient servir, mais seulement dans des positions qui les rendaient invisibles, subordonnés et non menaçants. En 1940, sur 139 000 marins enrôlés, seulement 407 étaient noirs, moins de 3%, et chacun d'entre eux était un intendant ou un steward. L'ironie était amère et évidente. Les hommes noirs pouvaient cuisiner la nourriture qui alimentait les cuirassés. Ils pouvaient servir les officiers qui commandaient ces navires, mais ils ne pouvaient jamais se commander eux-mêmes. Ils pouvaient charger les munitions dans les magasins, mais on ne pouvait pas leur faire confiance pour tirer les canons. La position de la marine était simple. Les hommes noirs manquaient d'intelligence, de discipline et de courage pour les rôles de combat. Dory Miller le savait. Chaque marin noir le savait. Miller s'est présenté à l'USS West Virginia, un cuirassé de classe Colorado et l'un des navires les plus puissants de la flotte du Pacifique, le 2 janvier 1940. Il a été assigné comme aide-intendant de 3e classe. Ses fonctions ont été énumérées clairement: servir les repas aux officiers, entretenir les quartiers des officiers, gérer la lessive, polir le laiton et rester à l'écart quand les vrais marins travaillaient. Il n'a pas été entraîné au contrôle des dégâts, il n'a pas été entraîné sur l'équipement de lutte contre l'incendie, et il n'a certainement pas été entraîné sur les batteries anti-aériennes du navire. Les mitrailleuses anti-aériennes Browning de calibre 50 qui parsemaient le pont du West Virginia étaient des armes complexes. Elles nécessitaient une formation pour fonctionner, une formation au chargement, à la visée, à la gestion de la surchauffe du canon et au dégagement des blocages. La marine avait des manuels entiers consacrés à leur utilisation appropriée. Dory Miller n'avait jamais été autorisé à lire ces manuels. Il n'avait jamais été assigné à un équipage de canon. Il n'avait jamais tiré un seul coup. Mais il avait observé.
Pendant ses 2 ans à bord du West Virginia, Miller avait observé les équipages de canons lors des exercices. Il avait vu comment ils chargeaient les ceintures de munitions. Il avait regardé comment ils s'ajustaient pour le mouvement de la cible. Et il avait remarqué comment les canons surchauffaient après un tir soutenu. Il n'était pas censé apprendre ces choses. Son attention était censée être sur les commandes de petit déjeuner de l'officier. Mais Dory Miller avait l'esprit d'un combattant. Et les combattants étudient tout. 7 décembre 1941, 7h55 du matin, la première vague d'aéronefs japonais apparaît au-dessus d'Oahu. Dory Miller est sous le pont, collectant toujours la lessive des officiers qui dorment. Le navire est en condition modifiée 3, un état de préparation minimale approprié pour un dimanche matin dans un port à 11 264 km de la zone de combat la plus proche. 3 minutes plus tôt, l'USS Ward avait tiré sur et coulé un sous-marin japonais tentant d'entrer dans le port. Le rapport a été reçu, enregistré et rejeté comme improbable. 2 minutes plus tôt, 2 soldats de l'armée à la station radar du point Opana avaient détecté une formation massive d'aéronefs s'approchant du nord. On leur a dit de ne pas s'en inquiéter, probablement juste des B-17 en provenance du continent. À exactement 7h55 du matin, le commandant en second Mitsuo Fushida donne l'ordre. Tora, tora, tora. Tigre, tigre, tigre. Le signal signifie que la surprise totale a été réalisée. La première torpille frappe l'USS West Virginia à 7h56 du matin, puis une autre. 7 torpilles au total frapperont le navire au cours des 8 prochaines minutes. Chacune porte plus de 182 kg d'explosifs. Les explosions déchirent la coque sous la ligne de flottaison, ouvrant des trous massifs qui inondent les compartiments inférieurs instantanément. Dory Miller sent le navire trembler sous ses pieds. Les lumières clignotent. Il entend des cris, puis des hurlements. Puis l'alarme générale. Postes de combat. Tous les hommes au poste de combat. Ce n'est pas un exercice. Miller se précipite vers son poste de combat assigné, le magasin de la batterie anti-aérienne au milieu du navire. Mais les passages sont inondés. L'eau contaminée par l'huile monte en flèche à travers les plaques du pont. Des hommes sont piégés en bas, se noyant dans l'obscurité. Il ne peut pas atteindre son poste. L'itinéraire est bloqué. Alors, il fait ce pourquoi il a été entraîné dans exactement 0 scénario. Il prend une décision. Il se dirige vers le pont supérieur. La scène sur le pont principal est apocalyptique. L'USS Arizona, amarré juste devant, a été frappé par une bombe perforante qui a pénétré son magasin avant. L'explosion, équivalente à 1000 tonnes de TNT, a tué 1177 hommes en un instant. L'USS Oklahoma se renverse, piégeant plus de 400 marins à l'intérieur. L'USS California s'incline gravement, prenant l'eau de plusieurs coups de torpille. L'huile de carburant en feu s'étend sur la surface du port, créant une mer de feu. Le West Virginia coule. Miller émerge dans le chaos. Les bombardiers en piqué japonais crient à travers la fumée. Les balles des aéromitrailleurs déchirent le pont, étincelant sur les plaques d'acier. Le navire s'incline vers bâbord, déjà 7 degrés et augmentant. Et puis Miller voit quelque chose qui change tout. Le capitaine Mervyn S. Bennion, l'officier commandant du West Virginia, est allongé sur le pont de navigation, mortellement blessé. Un fragment d'une bombe perforante qui a frappé l'USS Tennessee, amarré directement à côté, a déchiré son abdomen. Le commandant en second Dwight C. Johnson essaie de déplacer le capitaine vers une position plus sûre, mais Bennion est un grand homme et Johnson ne peut pas se débrouiller seul. Miller les atteint en quelques secondes. « Aidez-moi à descendre le capitaine », ordonne Johnson. Miller n'hésite pas. Ensemble, ils soulèvent le capitaine Bennion et essaient de le porter vers la tour de commandement, mais le capitaine sait qu'il se meurt. Il sait que le navire a besoin de leadership, pas de sentimentalité. « Laissez-moi », ordonne Bennion. « Faites combattre ce navire ». Il le place dans une position abritée. Miller regarde le capitaine mourant. Un homme blanc qui n'a jamais mangé un repas que Miller n'a pas servi, qui ne lui a jamais parlé sauf pour donner des ordres. Et puis Miller prend la deuxième décision qui définira cette journée. Il cherche une arme. La mitrailleuse Browning de calibre 50 est une arme dévastatrice. Développée par John Browning en 1918, elle tire des cartouches de la taille du doigt d'un homme à 1090 mètres par seconde. Une seule balle peut percer un bloc moteur d'aéronef. Le canon pèse 38 kg. Il tire 450 à 600 coups par minute. Il peut atteindre des cibles à plus d'1 km et demi et il nécessite une formation extensive pour fonctionner efficacement. Dory Miller a reçu exactement 0 heure de formation sur cette arme. La lieutenant Frederick H. White, l'officier des communications du navire, trouve Miller debout près d'un canon anti-aérien sans équipage sur le pont de navigation. L'équipage du canon est mort.
L'officier qui commandait ce poste est mort. White essaie frénétiquement de maintenir les communications avec d'autres navires, de coordonner le contrôle des dégâts et d'empêcher le West Virginia de se renverser. Il a besoin de chaque main disponible. Il regarde Miller, un intendant entraîné à servir la nourriture, et fait un calcul qui viole tous les règlements du livre de la marine. « Pouvez-vous faire fonctionner ceci ?» demande White, faisant un geste vers le canon. Miller regarde l'arme. Il a regardé les équipages de canons la faire fonctionner lors des exercices des dizaines de fois. Il connaît la mécanique de base. Charger la ceinture, tirer la poignée de chargement, viseur avec le viseur annulaire, tirer par rafale contrôlée pour éviter la surchauffe. « Je crois que oui, monsieur », répond Miller. White n'a pas le temps de douter. « Alors mettez-vous dessus ». Miller prend position derrière le canon. Il saisit une ceinture de munitions, 100 coups de munitions incendiaires perforantes de calibre 50 et l'insère dans le récepteur. Il tire la poignée de chargement vers l'arrière, mettant en chambre la première cartouche. Les Japonais font leur passe. Les bombardiers torpilleurs Nakajima B5N Kate font des virages pour des passes secondes. Les bombardiers en piqué Aichi D3A Val crient à des angles de 45 degrés, larguant des bombes à la dernière seconde possible avant de se redresser. Les chasseurs Mitsubishi A6M0 mitraillent tout ce qui bouge. Miller suit un bombardier en piqué à travers le viseur annulaire. Il n'a jamais fait cela auparavant, mais son corps connaît le rythme. Dévanceur la cible. Compenser la vitesse. Presser. Ne pas tirer. Il ouvre le feu. Les canons rugit. Le recul frappe les épaules de Miller. Les douilles en laiton s'éjectent en flux, cliquetant sur le pont. Les traceurs montent en arc à travers la fumée. Chaque cinquième coup brûlant en orange vif pour marquer le chemin. Il peut voir ses coups se connecter. Le bombardier en piqué vacille, la fumée s'échappant de son moteur. Peu importe qu'il n'ait jamais été entraîné, peu importe que la marine pense qu'il n'est pas assez intelligent pour ce travail. En ce moment, Dory Miller est exactement ce dont la marine des États-Unis a besoin, un guerrier. Les témoins auraient plus tard du mal à s'accorder sur les détails. Certains ont dit que Miller a abattu 2 avions, certains ont dit 4. Certains ont dit qu'il a définitivement détruit des aéronefs, d'autres ont dit qu'il les avait gravement endommagés, mais ne pouvaient pas confirmer les victoires. Le rapport officiel de la marine déposé des semaines plus tard s'installerait sur un langage vague. Miller a manœuvré une mitrailleuse et a tiré sur des aéronefs japonais jusqu'à ce qu'on lui ordonne d'abandonner le navire. Mais les hommes qui étaient là, les hommes qui ont regardé un intendant se transformer en mitrailleur, ils savaient ce qu'ils voyaient. Le commandant en second Johnson déclarerait plus tard « Les actions de Miller étaient clairement au-delà de l'appel du devoir. Miller tire jusqu'à ce que les munitions s'épuisent. Il charge une autre ceinture. Il tire jusqu'à ce que celle-ci s'épuise. Il charge une 3e ceinture. Le canon du canon rougit à cause du tir soutenu. Le manuel de la marine dit que vous êtes censé changer les canons après 75 coups. Miller en a tiré plus de 300. Les aéronefs japonais se retirent maintenant, se regroupant pour le retrait. L'attaque de la première vague a duré seulement 30 minutes. Cela semble durer des heures. À 8h25 du matin, le lieutenant White donne l'ordre que Miller redoutait. Abandonnèrent le navire. L'USS West Virginia a pris 7 torpilles et 2 bombes. Elle s'est installée sur le fond du port. Son pont principal inondé. S'il reste à bord, ils couleront avec lui. Miller regarde le capitaine Bennion une dernière fois. Le capitaine est mort, tout comme 105 autres membres de l'équipage. Miller aide à transporter les marins blessés à travers la passerelle vers l'USS Tennessee. Il fait plusieurs trajets, traînant des hommes qui ne peuvent pas marcher, soutenant des hommes qui peuvent à peine respirer à travers des poumons imbibés d'huile. Quand le dernier homme blessé est évacué, Miller traverse finalement vers le Tennessee lui-même. Son uniforme est imbibé d'huile et de sang, certains les siens, la plupart appartenant à d'autres. Ses mains sont brûlées par le canon surchauffé. Ses épaules seront meurtries pendant des semaines à cause du recul. Il n'a aucune idée que dans les prochaines heures, une 2e vague d'aéronefs japonais arrivera. Il n'a aucune idée que 2403 Américains mourront aujourd'hui. Il n'a aucune idée que les États-Unis entreront dans la Seconde Guerre mondiale demain. Et il n'a absolument aucune idée qu'il est sur le point de devenir un héros national. Immédiatement après Pearl Harbor, la presse américaine explose de couverture. Chaque journal de New York à Los Angeles publie l'histoire. L'attaque domine les émissions de radio. Le discours « Jour de l'infamie » du président Roosevelt est entendu par 60 millions d'Américains. Mais il y a une histoire qui n'apparaît pas dans la couverture initiale. L'histoire d'un intendant qui a manœuvré un canon. Les rapports officiels de la marine mentionnent des actes d'héroïsme par des officiers et des marins nommés. Ils détaillent les dégâts à chaque navire.
Ils fournissent des chiffres de pertes. Mais pendant 3 mois, la marine ne mentionne pas Dory Miller par son nom, non pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a fait. Plusieurs officiers l'ont vu. Le commandant en seconde Johnson l'a spécifiquement recommandé pour une reconnaissance, mais parce que reconnaître les actions de Miller crée un problème pour toute la politique raciale de la marine. Si une intendante noire sans formation peut efficacement faire fonctionner un canon anti-aérien au combat, alors quelle est la justification pour exclure les marins noirs des rôles de combat? Si un homme noir peut prendre des décisions de vie ou de mort sous le feu, peut diriger les efforts d'évacuation, peut performer avec courage et efficacité, alors quelle est l'excuse pour la ségrégation? La marine n'a pas de bonne réponse à ces questions. Alors, initialement, il ne les pose simplement pas. Mais la presse noire n'est pas disposée à laisser l'histoire mourir. Le Pittsburgh Courier, l'un des journaux noirs les plus influents d'Amérique, commence à enquêter. Ils entendent des rumeurs de marins revenant de Pearl Harbor. Ils entendent des chuchotements sur un intendant sans nom qui est devenu un héros. En mars 1942, 3 mois après l'attaque, le Courrier révèle l'histoire. Ils n'ont pas encore le nom de Miller, mais ils ont les faits essentiels. Un homme noir a manié une mitrailleuse et a abattu des avions japonais. Le titre se lit « Héros mystérieux de Pearl Harbor recherché ». L'histoire se propage dans les communautés noires comme un feu de brousse. Voici enfin un héros qui leur ressemble. Voici la preuve que les Américains noirs peuvent combattre, peuvent servir, peuvent se sacrifier avec le même courage que n'importe qui d'autre. La pression sur la marine devient énorme. Les organisations de défense des droits civiques exigent que le marin soit identifié et reconnu. Les journaux noirs lancent des campagnes. Les lettres inondent le département de la marine. Finalement, le 12 mars 1942, la marine cède. Ils annoncent l'identité du héros mystérieux, aide-cuisinier de 2e classe Doris Miller. La faute d'orthographe de son nom, Doris au lieu de Dory, persistera dans les dossiers de la marine et la couverture médiatique. Mais Miller ne se soucie pas du nom. Il se soucie de la reconnaissance. Le 27 mai 1942, près de 6 mois après Pearl Harbor, l'amiral Chester W. Nimitz épingle la croix de la marine sur la poitrine de Dory Miller à bord de l'USS Enterprise. La croix de la marine est la 2e plus haute décoration pour la vaillance que la marine peut décerner, classée juste en dessous de la médaille d'honneur. Seulement 347 croix de la marine ont été décernées pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Dory Miller est le premier récipiendaire noir. L'amiral Nimitz lit la citation pour dévouement distingué au devoir. Courage extraordinaire et mépris de sa propre sécurité personnelle lors de l'attaque de la flotte à Pearl Harbor, territoire d'Hawaï, par les forces japonaises le 7 décembre 1941. La citation est prudente. Elle n'insiste pas sur le fait qu'il a utilisé des armes pour lesquelles il n'avait pas été formé. Elle ne mentionne pas qu'il a fait tout cela alors que la position officielle de la marine était que les hommes noirs ne pouvaient pas assumer des rôles de combat. Mais la médaille dit ce que les paroles ne diront pas. La marine envoie Miller en tournée de vente d'obligations de guerre. Il apparaît lors de rassemblements dans tout le pays. Son image apparaît sur des affiches encourageant des Américains noirs à s'enrôler, à acheter des obligations, à soutenir l'effort de guerre. Au-delà de l'appel du devoir, proclament les affiches montrant le visage de Miller à côté de la croix de la marine. L'ironie est écrasante. La marine utilise Miller pour recruter des marins noirs. Des marins qui seront toujours limités à la branche des intendants, des marins qui feront toujours face à la ségrégation, à la discrimination et à l'exclusion des rôles de combat. Miller voit clairement la contradiction. Dans des interviews, il est diplomatique, mais pointu. J'aimerais pouvoir faire plus que ce que je fais. J'avais espéré que j'obtiendrais une commission et que je travaillerais directement avec le personnel noir. La marine refuse sa demande. Au lieu de cela, il le renvoie servir comme aide-cuisinier. En 1943, Miller est assigné à l'USS Liscome Bay, un porte-avions d'escorte se dirigeant vers le théâtre du Pacifique. Il est toujours aide-cuisinier de 1re classe, le grade le plus élevé disponible pour les marins noirs à l'époque. Le 24 novembre 1943, le Liscome Bay opère près de Macon dans les îles Gilbert. Le navire fournit un soutien aérien aux Marines combattant à terre. À 5h13 du matin, un sous-marin japonais I-175 tire une seule torpille. La torpille frappe le magasin de bombes du Liscome Bay. L'explosion qui en résulte déchire le navire en deux. Il coule en seulement 23 minutes. 644 marins meurent. Seulement 272 survivent. Dory Miller est parmi les morts. En 1973, 30 ans après sa mort, la marine nomme une frégate de classe Knox en l'honneur de Miller.
USS Miller FF Tank 91. C'est le premier grand navire de guerre nommé d'après un marin noir. En 2020, la marine annonce qu'un porte-avions de classe Gerald R. Ford, le navire de guerre le plus avancé jamais construit, sera nommé USS Doris Miller CVN 81. Une fois mis en service, ce sera le premier porte-avions nommé d'après un Américain noir et le premier nommé d'après un marin enrôlé. Mais l'héritage de Miller s'étend bien au-delà des navires portant son nom. La pression créée par l'histoire de Miller et les milliers d'histoires comme la sienne ont forcé la marine à affronter ses politiques raciales. En 1942, la marine a commencé à accepter des recrues noires pour le service général, pas seulement la branche des intendants. En 1944, les premiers officiers noirs ont été nommés, les Golden 13. En 1948, le président Harry Truman a émis le décret exécutif 9981 déségrégant les forces armées. La marine a officiellement mis fin à toutes les restrictions raciales en 1949. Ces changements ne se sont pas produits parce que la marine a soudainement développé une conscience. Ils se sont produits parce que des hommes comme Dory Miller ont rendu la ségrégation indéfendable. Miller a prouvé ce que les Américains noirs arguaient depuis des décennies, que le courage, l'intelligence et la capacité n'ont rien à voir avec la couleur de la peau, que lorsqu'on en donne l'occasion, les militaires noirs pouvaient accomplir n'importe quel rôle avec excellence. Il l'a prouvé de la manière la plus dramatique possible, sous le feu lors du pire désastre naval de l'histoire américaine. Avec la survie de son navire en jeu, l'histoire de Miller illumine aussi les contradictions douloureuses du service militaire américain. Il était assez bon pour combattre pour son pays. Il n'était pas assez bon pour être traité comme un égal en le faisant. Il a été célébré comme un héros. On lui a refusé la commission qu'il avait demandée. Il a été renvoyé servir à manger, tandis que des marins blancs avec moins de courage commandaient des navires. Il a sauvé des vies à Pearl Harbor. Il est mort dans l'obscurité 22 mois plus tard, sur un navire que la plupart des Américains n'ont jamais entendu parler. Certains historiens ont soutenu que Miller méritait la médaille d'honneur, pas seulement la croix de la marine. Ses actions le 7 décembre répondaient certainement aux critères. Bravoure remarquable, au-delà de l'appel du devoir, au risque de la vie. Mais en 1942, la marine n'était pas prête à décerner son plus grand honneur à un aide-cuisinier noir. Le symbolisme aurait été trop puissant, les implications trop difficiles pour l'ordre existant. Miller ne s'est jamais plaint publiquement de cela. Il comprenait le jeu qui se jouait. Il comprenait que son héroïsme était utile à la marine quand il servait ses objectifs de recrutement, et gênant quand il remettait en question ses politiques de ségrégation. Aujourd'hui, les Américains noirs servent à tous les niveaux de la marine américaine. Ils commandent des navires, pilotent des avions, dirigent des équipes SEAL. Ils servent comme amiraux et maîtres chefs de première classe. Ils sont sous-mariniers, aviateurs, officiers de guerre de surface, et oui, ils exploitent les systèmes d'armes qui défendent la flotte. Rien de tout cela n'était possible en 1941. Tout cela est devenu inévitable après le 7 décembre 1941. Dory Miller avait 24 ans quand il est mort à bord du Liscombe Bay. Il a servi son pays pendant 4 ans. Il a été un héros pendant exactement 23 minutes, la durée entre son premier tir et l'ordre d'abandonner le navire. Mais ces 23 minutes ont tout changé. Elles ont changé la façon dont l'Amérique pensait aux militaires noirs. Elles ont changé ce qui était possible pour les générations futures. Elles ont prouvé que lorsque la crise arrive, l'héroïsme ne vérifie pas la couleur de votre peau. Le rapport officiel de la marine dit que Miller a manié une mitrailleuse et a tiré sur des avions japonais. C'est techniquement exact, mais cela manque complètement le point. Dory Miller n'a pas seulement manié un fusil, il a occupé un poste que la marine disait qu'il n'était pas qualifié pour tenir. Il a joué un rôle que la marine disait qu'il n'était pas assez intelligent pour apprendre. Il a démontré un courage que la marine disait que sa race ne possédait pas. Il l'a fait sans formation, sans préparation, sans permission. Et il l'a fait si bien que la marine n'avait d'autre choix que de le reconnaître. Le 7 décembre 1941, un aide-cuisinier de Waco, au Texas, a prouvé quelque chose qui n'aurait jamais dû avoir besoin de preuves. Que l'héroïsme n'est pas une question de grade ou de race. Que le courage ne nécessite pas de permission. Et que parfois les batailles les plus importantes ne sont pas livrées contre l'ennemi devant vous. Elles sont livrées contre les limitations que d'autres ont placées sur vous. Le tour d'allumette était maintenant une tactique officielle de la marine américaine.